Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifri TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. La Biélorussie s'est-elle rendue coupable de piraterie d'État ? Le régime biélorusse est accusé d'avoir détourné un avion de ligne qui reliait Athènes à Vilnius pour arrêter un opposant. Roman Protasevich, 26 ans, journaliste, figure de l'opposition au régime du président Loukachenko, a été arrêté hier avec sa compagne sur le tarmac d'un aéroport biélorusse. Et oui, comme vous venez de l'entendre, l'Europe est en émoi depuis ce week-end après l'interception d'un avion de ligne par les forces aériennes biélorusses pour arrêter un opposant qui se trouvait à son bord. Et derrière la dictature biélorusse, il faut voir Moscou. Moscou qui a évidemment apporté un soutien politique, voire un soutien logistique à cette arrestation. Un événement assez grave qui intervient à quelques jours d'un sommet entre les présidents américains et russes Biden et Poutine en Suisse. Alors, annoncé lundi, sa tenue fait suite à la rencontre des ministres des Affaires étrangères des deux pays, Antony Blinken et Sergei Lavrov, la semaine dernière en marge du Conseil de l'Arctique à Reykjavik. Et donc, les Américains auront beaucoup de sujets difficiles à aborder lors de ce sommet, le gazoduc Nord Stream 2, les troubles en Ukraine, les ingérences dans nos élections et plus largement, la dérive russe vers un pouvoir autoritaire et corrompu. Pourtant, la Russie, devenue une puissance régionale, n'est plus aujourd'hui le principal ennemi des États-Unis. On sent quand même qu'il y a d'importants enjeux dans ce sommet et on voudrait faire le point ce matin, Laurence, sur ce que représente la Russie aujourd'hui pour les États-Unis. Eh bien, Romain, j'ai regardé la liste de tous les podcasts qu'on a fait, vous et moi, depuis 2 ans. Et sur les questions internationales, on a souvent parlé des relations des États-Unis avec la Chine, avec l'Iran, on a parlé du lien transatlantique, mais on n'a encore jamais parlé de la Russie. Et ça s'explique parce que, comme vous l'avez dit, la Russie est aujourd'hui une puissance moyenne. Le PIB de la Russie, il est inférieur à celui de l'Italie. En 2019, le PIB de l'Italie, c'était 2000 milliards de dollars et le PIB russe, c'était 1700 milliards de dollars pour des populations qui n'ont rien à voir, 60 millions pour l'Italie, 144 pour la Russie. Mais bien entendu, la Russie reste un partenaire quand même important pour les États-Unis. Il y a le poids de l'histoire, bien sûr, et notamment pour un homme de l'âge de Biden. Et puis, aujourd'hui, la Russie exerce surtout un pouvoir de nuisance. Ce qui vient à l'esprit immédiatement, ce sont les nombreuses attaques informatiques originaires de Russie, et toutes ne viennent pas du gouvernement russe d'ailleurs. Beaucoup de cyberattaques émanent de groupes privés. Par exemple, il y a quelques semaines, le 6 mai exactement, l'oléoduc américain Colonial Pipeline, un énorme oléoduc qui part du Texas et qui dessert toute la côte est des États-Unis, a été victime d'une cyberattaque venue d'acteurs privés en Russie, on ne sait pas encore exactement qui, et ce pipeline a dû interrompre ses opérations pendant plusieurs jours, les gens faisaient la queue aux pompes à essence. Et le pire, c'est que la compagnie a fini par verser 4,4 millions de dollars aux cyber-rançonneurs russes, ce qui laisse quand même rêveur sur leur pouvoir, donc, de nuisance. Alors, pour revenir au gouvernement russe, avant qu'on détaille tous les sujets de friction, on doit commencer par le commencement. Pourquoi est-ce que la Russie post-soviétique est si hostile à l'Occident ? Eh bien, la raison principale, peut-être même le péché originel de ce qu'on voit aujourd'hui dans cette hostilité russe, c'est le sentiment de toute puissance, l'hubris de l'Occident dans la décennie 1990. Rappelez-vous, la disparition de l'URSS en 1991, ça a été perçu comme une victoire idéologique et peut-être même morale de l'Ouest sur le système soviétique. À l'époque, le président Bush père, Mitterrand, Helmut Kohl, ils ont plutôt bien géré cette transition. Mais un petit peu comme avec la Chine dans les années 2000, nous, occidentaux, on a pensé que notre modèle politique, liberté et démocratie alliés à l'économie de marché, eh bien, ce modèle serait adopté sans réserve par les populations et les nouveaux régimes de l'ex-empire soviétique. Or, on n'a pas vu 2 choses. On n'a pas vu que, d'une part, la défaite, la disparition de l'Union soviétique allait engendrer un sentiment d'humiliation très profond chez les Russes et qui se traduit aujourd'hui par un esprit de revanche ou en tout cas un ressentiment. Et puis, on n'a pas vu d'autre part que pour les pays libérés du joug soviétique, on les appelait à l'époque les nouveaux États indépendants, NEI, un sigle qui a un petit peu disparu, eh bien, ces pays n'avaient aucune expérience de la démocratie. Et une fois libérés, ils ont plutôt fait retour à des tentations nationalistes et à la pratique d'un capitalisme plutôt corrompu, pour ne pas dire clientéliste. Ok, ça c'est le péché originel, mais concrètement, qu'est-ce que les Russes nous reprochent ?
Il nous reproche à nous, Européens, d'avoir admis beaucoup de pays d'Europe centrale dans l'Union européenne. Et plus largement, il reproche aux Occidentaux d'avoir admis ces pays dans l'OTAN. Je vous rappelle la chronologie. Donc, la réunification de l'Allemagne en 1990, l'Allemagne de l'Est rentre tout naturellement dans l'Alliance Atlantique. En 1999, ce sont la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. Et en 2004, les 3 pays baltes, donc les voisins directs de la Russie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovénie, rejoignent à leur tour l'OTAN. La Russie était contre, mais l'Ouest est passé outre. Vae victis, malheur aux vaincus. Donc, en parallèle de ce ressentiment, on voit monter en Russie un projet politique réactionnaire et nationaliste porté par Poutine, qui est en place depuis 2000, soit président, soit Premier ministre. Il y a un débat assez intéressant en ce moment pour savoir si la Russie d'aujourd'hui est une autocratie, une démocratie illibérale ou une démocrature, tous ces nouveaux termes qui apparaissent, ou bien carrément une dictature. Alors j'ai posé la question à ma collègue de l'IFRI, Tatiana Castoué-Vajan, qui est directrice du programme Russie, et qui est née en URSS. Elle a vraiment connu le système pendant toute sa jeunesse. Et ce qu'elle dit, c'est que la Russie de Poutine n'est pas encore une dictature totalitaire parce que ce système n'a pas encore d'emprise sur la vie privée et la vie familiale des citoyens. Mais, comme elle ajoute, il y a une marge de progression vers une telle dérive. Voilà qui est rassurant. Bon, alors, revenons sur les sujets de tension qui vont être abordés entre Biden et Poutine. Est-ce que vous pouvez nous les lister ? Oui, parce qu'il y en a plein, vraiment. Il y a d'une part des problèmes géopolitiques et de l'autre des problèmes de pratiques démocratiques. Alors pour les premiers, le problème, ce sont les alliances de la Russie avec des partenaires qui sont inamicaux envers les États-Unis. Par exemple, il y a une alliance aujourd'hui de la Russie avec la Chine qui, à mon avis, est assez conjoncturelle parce qu'ils sont liés par leur méfiance vis-à-vis des États-Unis et pas du tout par une alliance idéologique. La Russie n'est plus communiste alors que la Chine l'est toujours. Et donc, c'est une alliance fragile, mais bon, elle est quand même importante. Il y a aussi le soutien de la Russie avec des pays comme l'Iran ou la Syrie. Ce soutien a pris de l'importance à mesure que les États-Unis se désengageaient de la région. Je vous rappelle que après le retrait des États-Unis de la Syrie en 2013 sous Obama, la Russie de Poutine a mené une opération militaire en Syrie en 2015. Il y a aussi le problème des revendications russes sur l'Arctique, un problème qui s'aggrave à mesure que la route du Nord-Est s'ouvre à la navigation, parce que la glace fond. Il n'y a rien qui nous concerne, nous autres Européens, là-dedans ? Si, il y a des choses qui nous concernent, comme par exemple les disputes entre Américains d'un côté, Russes et Allemands de l'autre, à propos du gazoduc Nord Stream 2. Mais ce qu'il faut surtout pointer, pour nous Européens, c'est l'ombre russe en Europe centrale. En 2014, la Russie a repris la Crimée, une région ukrainienne par exemple, et ce pays semble toujours au bord du gouffre, vu les troubles dans sa région est limitrophe de la Russie, le Donbass. On a vu ces dernières semaines des troupes russes se masser à cette frontière, sans doute pour tâcher de réaliser des avancées avant la tenue du sommet russo-américain de juin prochain. Ce qu'il faut voir, c'est que cette agression russe contre l'Ukraine, elle ravive des craintes d'invasion dans d'autres pays d'Europe centrale et de l'Est, les pays baltes au premier chef, mais même la Pologne, qui est quand même membre de l'Union européenne. Mais vous parliez aussi de désaccords sur le principe même ou la pratique de la démocratie. Oui, c'est l'autre gros sujet avec la Russie, surtout pour l'administration Biden, qui met la morale politique au premier plan. On voit depuis des années un traitement des opposants au régime russe qui est quand même très problématique, l'affaire Navalny évidemment, mais les opérations d'empoisonnement des dissidents, elles peuvent être aussi menées à l'étranger. Rappelez-vous de Sergueï Skripal, cet opposant réfugié en Grande-Bretagne, qui a été empoisonné en mars 2018. Et puis, comme on l'a vu ce week-end, la situation en Biélorussie témoigne des problèmes du régime russe avec la démocratie. Mais les attaques contre la démocratie, elles ne visent pas seulement les opposants au régime russe, il y a aussi des ingérences dans le fonctionnement de nos démocraties occidentales. Je vous rappelle l'envoi de millions de messages lors des élections de 2016 aux États-Unis avec la question des liens entre les équipes de Trump et le régime russe. Alors, l'enquête Mueller avait conclu que le président Trump lui-même n'était pas concerné
par ces problèmes d'ingérence, mais les éléments continuent à sortir quand même. La semaine dernière, le département de la justice américain a enfin pu établir que Paul Manafort, qui était l'un des responsables de l'équipe de campagne de Trump en 2016, avait transmis des informations très précises sur la campagne à un consultant russe qui s'appelle Konstantin Kilimnik, qui lui-même les avait transmises au service de renseignement russe, c'était en 2016. La raison de tout ça, c'est que Poutine semble avoir un objectif idéologique de fond qui consiste à affaiblir les démocraties occidentales, à les délégitimer aux yeux de leurs propres opinions publiques. Et ça, c'est très grave. Biden a dit qu'il évoquerait tous ces sujets lors du sommet avec Poutine. De leur côté, les Russes auront beau jeu de ressortir l'affaire de l'ingérence occidentale dans l'élection présidentielle russe de 1996, qui avait vu la victoire très serrée de Boris Yeltsin. Ils auront aussi beau jeu de pointer la faiblesse de la démocratie américaine avec les événements qu'on a vus au Capitole le 6 janvier à Washington. En somme, on s'attend à un sommet très très tendu, non, Laurence ? Oui, d'autant plus que les deux chefs d'État auront besoin de projeter une attitude de force et d'inflexibilité lors de la conférence de presse. Cette fois-ci, il n'y aura pas de reset de la relation américano-russe, comme il y avait eu sous Obama et Hillary Clinton, une tentative de main tendue qui avait d'ailleurs complètement échoué. Biden doit aussi trancher sur le comportement servile dont Trump avait fait preuve au sommet d'Helsinki, c'était en juillet 2018. Et je vous rappelle qu'il a déjà commencé à être assez dur avec Poutine, dont il a dit qu'il était très certainement un killer, un tueur, dans une interview fin mars. C'était d'ailleurs sa première intervention à propos du président russe. Absolument. Dernier élément, Biden peut se préparer en connaissance de cause à ce sommet parce qu'il connaît très bien Poutine, qu'il a déjà vu de nombreuses fois lorsqu'il était vice-président d'Obama. On est quand même sur une ambiance d'hostilité assez inhabituelle, mais pour terminer sur une note d'espoir, est-ce qu'il n'y a pas des points de coopération possibles ? Oui, il y en a quelques-uns. Par exemple, sur les questions militaires et d'armement, le traité New Start, qui est un traité de contrôle des armements nucléaires, qui arrivait à échéance en février 2021, eh bien, Américains et Russes sont d'accord pour discuter pour une prolongation. Pareil pour le traité Open Skies, un traité qui permet des vols de reconnaissance au-dessus des installations militaires dans les autres pays. Ce traité va aussi être prolongé. D'autres sujets de discussion positive, c'est sur la stabilité en Afghanistan après le départ des troupes américaines, parce que là, tout le monde y a intérêt. Pareil pour la situation en Corée du Nord. Le climat. Poutine a participé au sommet virtuel de Biden il y a quelques semaines et il se montre plutôt actif. Et puis enfin, l'accord sur le nucléaire iranien. Les Russes sont pour le redémarrage des négociations, l'administration Biden aussi, donc on peut espérer que quelque chose pourra se mettre en route sur ce point. Qui n'est pas mineur. Pour conclure sur une note optimiste, en effet, ce qu'il faut dire, c'est que à ce sommet, ce sont des diplomates chevronnés de part et d'autre qui vont travailler. Et même s'il y aura une conférence de presse publique où Biden et Poutine vont s'afficher de manière très combative, en réalité, l'essentiel du travail, il aura lieu dans des réunions à huis clos qui pourront produire un travail de qualité, de long terme et, espérons-le, des avancées concrètes. Eh bien, merci Laurence de nous faire la part de la communication et de la réalité une fois de plus avec ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, à commencer par vous Laurence, et on se retrouve mercredi prochain. Merci Romain, à la semaine prochaine. New Deal, chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.